Merci pour l'invitation et puis merci au public qui est présent. Alors non, je ne vais pas faire un point sur les glissandos sonores ou pas sonores. Je vais surtout je vais essayer de vous emmener dans un voyage sonore à travers toutes les expériences de captation que j'ai pu faire ou que je fais encore, puisque je pratique. Donc un petit point avant de commencer, qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on va entendre, quelle matière. Donc qu'est-ce que le son ? Et quelques petits rappels sur le son, de la manière dont moi je vais le pratiquer, qui n'est pas forcément la pratique de d'autres scientifiques. Donc il faut bien comprendre que pour qu'il y ait émission d'un son, il faut qu'il y ait 3 éléments concomitants. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un élément un émetteur, il faut qu'il y ait un milieu porteur et il faut qu'il y ait un récepteur. Donc si je tape dans mes mains, j'ai un émetteur. Si j'écoute, j'ai donc un récepteur. Il faut savoir que chaque milieu porteur permet d'avoir une distance d'émission plus ou moins importante. Ensuite, il y a une question de volume sonore. Donc vous voyez qu'ici, on a une grille d'échelle du bruit. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce bruit-là, en plus du volume, il y a aussi des fréquences qui peuvent abîmer nos oreilles. Donc qu'est-ce qu'on appelle les fréquences ? Donc là, vous entendez un jeu de 32 pieds. Plus on va descendre dans le grave, moins on va l'entendre. Mais pourtant, il restera présent. Voilà, vous n'entendez plus que les battements. Quand l'organiste met ce jeu de 32 pieds, c'est surtout pour faire briller les aigus qu'il va lancer en même temps. Donc c'est vraiment un jeu de lumière. Et puis, à la différence, alors pour ceux qui craignent les sons très stridents, vous pouvez vous boucher les oreilles, puisqu'on va écouter les pipistrelles. Je le coupe assez rapidement. Donc là, pour les entendre, les pipistrelles, normalement, on ne les entend pas. Hein. On est sur des sons, des ultrasons. Et on a converti ces sons pour que vous puissiez les entendre. Donc il faut savoir qu'on a une gamme de vibrations, de fréquences sur lesquelles on va pouvoir jouer. Et nous, quand on va capter avec nos micros, on va également choisir nos micros en fonction des fréquences qu'on va essayer d'attraper. Qu'est-ce qu'un paysage sonore ? Déjà, on soit d'accord sur le mot paysage. C'est plus facile pour un paysage visuel. Pourquoi ? Parce que pour un paysage visuel, vous avez des éléments qui sont tangibles. C'est-à-dire que vous pouvez vous accrocher avec l'œil. S'il y a un arbre, s'il y a un clocher, tout de suite c'est parlant. Pour le son, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce que le son, c'est du temps, de l'espace et de l'espace-temps. C'est un peu comme l'eau sous les ponts. L'eau, elle coule, c'est toujours la même, pourtant c'est jamais la même. L'eau, elle coule, c'est toujours la même, c'est jamais la même. L'eau, elle coule, c'est toujours la même, c'est jamais la même. Je peux le faire autant de fois que je veux. Ce moment-là, il est unique. Si on ne le capte pas, si on ne le fixe pas, il s'écoule comme le temps. Donc un paysage sonore, c'est quelque chose qui est vivant, qui est impalpable et qui est très compliqué à décrire quelque part, parce que c'est très personnel. Moi, je vais vous le décrire d'une certaine façon, et puis la personne qui n'est pas à côté de moi, mais qui pourrait se trouver à côté de moi, elle va vous le décrire d'une autre façon. Donc ça, c'est très complexe. C'est complexe aussi parce que à l'intérieur, vous avez des différentes couches qui vont venir s'agréger et qu'il est difficile de distinguer clairement. Donc l'archéologue du paysage sonore, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais pister les traces du sonore dans le passé, dans les écrits, les visuels, donc ça s'appelle des sources hétérographiques. Et puis, je vais en proposer des restitutions. Je fais un grand bond dans le temps et je propose un modèle virtuel. Donc, à titre d'exemple, mon laboratoire
c'est un modèle virtuel qui s'appelle Bretaise. C'est une restitution de Paris au XVIIIe siècle. J'en suis à la 21e version. Donc vous voyez que c'est du virtuel, c'est pas fixe. Plus j'agrège de l'information, plus je peux le moduler. Pour ce faire, je n'écris pas. C'est très compliqué pour moi d'écrire, donc j'hétérographie. C'est-à-dire que je vais passer directement dans un logiciel pour traiter le son, pour écrire avec du son, et je vais écrire mon histoire tout de suite avec des sons. Ça se met en place comme une scénographie, un agrégat qu'on pourrait dire d'images. Et par exemple, j'ai des collègues qui travaillent sur l'olfactif, ils hétérographient avec des parfums. Donc hétérographier, c'est permettre à un support traditionnel de se transcender dans un autre média. Moi, je transcende les textes, hop, je prends dans les textes, je prends dans l'iconographie et je vais vous en proposer quelque chose d'audible. Alors, je vous ai parlé de plusieurs couches qui vont s'activer par porosité. La toute première, celle que moi j'appelle le fond de sauce, c'est la géophonie. Ce sont tous les bruits et les sons qui sont attenants à un lieu, même fermé. Si on se tait, vous avez entendu, vous avez plein de petits bruits qui sont présents. Et ça participe de cette géophonie. Donc dans ce paysage, il y a une rivière. Comme il y a une rivière, il y a du vent, les effets météorologiques, la pluie, le vent, tout ça, ça participe de la géophonie. Ensuite, vous avez tout ce qui est biophonie. Donc c'est tous les êtres vivants et les insectes. Et puis la dernière couche, c'est les gros pollueurs, c'est l'anthropophonie. Tous les bruits et les sons qui émanent des vivants, des êtres vivants. Tout ça par porosité, ça va venir s'agréger pour former un paysage, et un paysage sonore. Alors comment on fait pour rechercher cette information? Donc on va créer des étapes, et puis dans ces étapes, je me transforme en super enquêteur. Comme vous le voyez, moi je ne suis que archéologue du paysage sonore, et j'ai besoin de toutes ces disciplines pour m'aider dans la tâche. Alors oui, je suis docteur en musicologie, mais en fait, il va falloir que j'aille piocher en histoire, en géographie, en urbanisme, en sociologie, en anthropologie. Donc je vais aller toquer à la porte de toutes ces personnes-là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'archéologie du paysage sonore, c'est une transdiscipline hybride. C'est qu'aujourd'hui, sans les sciences dures, les sciences de l'ingénieur, c'est compliqué. Ce serait vraiment très compliqué de faire de l'archéologie du paysage sonore. Donc on est obligé de faire appel à tout le panel de disciplines qui peut venir nous épauler. Moi, je ne suis rien dans l'histoire, regardez, je suis juste là. Hop. Déjà pas mal, mais c'est rien par rapport à la somme de personnes que je vais solliciter. Le but, c'est de créer une sorte de matrice. Pourquoi? Parce que quand on doit répondre à des demandes, en général, les musées, ils ne sont pas informés de ce qu'ils veulent exactement. Ils veulent une fresque sonore, puis c'est tout. Donc, première question, c'est d'accord, vous voulez diffuser sur quoi? Et là, c'est un grand vide sidéral parce qu'ils n'ont pas prévu la phase diffusion. Si on crée quelque chose, si on capte quelque chose, on crée une fresque sonore, il faut penser à la diffuser. D'où l'idée de passer par une matrice qui nous permet de décliner sur différents supports le travail qui a été créé. Ensuite, l'étape suivante, c'est de délimiter des périmètres. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'on pense, travailler dans le son, dans l'histoire, rechercher des indices sonores dans le passé, il y a beaucoup plus d'informations que ce qu'on pourrait l'imaginer. Donc on va délimiter des périmètres géographiques. Mais moi, la belle première, quand je me suis lancée dans l'aventure, je me suis dit, hop, je vais faire tout Paris. Et là, on m'a dit, tu vas peut-être avoir un petit souci, parce que tout Paris, c'est relativement grand, et il a fallu que je réduise à une zone qui soit typique, sur laquelle je pouvais travailler des scénarios, essayer de comprendre, puisque je montais tous les éléments
pour créer une fresque sonore. Ensuite, un périmètre temporel. Il faut délimiter, même quand on est dans l'histoire où c'est du temps long, pour éviter vraiment les anachronismes. On ne va pas mettre une mobilette sous Louis XIV. Et souriez pas, je l'ai déjà entendu. Donc voilà, il faut délimiter un périmètre qui nous permet vraiment d'établir de là à là, on peut mettre telle chose. Mais comme on est sur du temps long, il y a des éléments qui peuvent être récurrents tout au long d'une chaîne temporelle très très longue. Et puis surtout un périmètre de diffusion. La plus longue fresque sonore que j'ai pu faire, c'est 6 minutes, c'est Prothèse, et ça demande déjà énormément de temps. En général, c'est 3 minutes pour un musée, c'est 4 minutes pour travailler pour des historiens, par exemple. Et après, c'est simple, hein. Vraiment, vous allez voir. Hop. On fait la collecte d'informations, tout type de collecte. On produit le son. Donc, à la Maison des sciences de l'homme, où je suis en poste, eh bien, on maîtrise la totalité de la chaîne de production, de la captation à la diffusion, quel que soit le mode de diffusion. Et vous verrez qu'il y a plusieurs modes de diffusion possibles. Alors, où trouver les sources? C'est souvent la question qu'on me pose. Ben, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. En fait, on va enchaîner les enquêtes. Première enquête, la fouille dans le passé. C'est celle qui va nous permettre de récupérer ce que j'appelle des indices sonores. Et là, tout est bon. Tout type de support, littéraire ou iconographique, on le verra, tout type de support est bon. On trouve de l'information partout, en littérature, dans les dans les PV de police, les pièces administratives, qui sont vraiment super intéressantes, et puis même les inventaires après décès. Pourquoi? À partir du moment où vous payez des impôts, administratifs, inventaire après décès, vous inquiétez pas, hein, vous trouvez plein d'informations. Il y a des tapis, il y a des glaces, il y a des portes vitrées. Donc ça nous permet de connaître comment sont les intérieurs et donc comment ça vivait à l'intérieur. Et c'est pareil pour les documents administratifs. Par exemple, là, ici, on est sur le registre des baux et lanternes. Ben, on a le registre, c'est un registre d'impôts. On a le nom des artisans qui sont présents. Donc tout ça, c'est des sources dites primaires et c'est hétérogène. On ratisse large et on recoupe les informations. Ensuite, je suis pas très nombreuse à travailler sur mon segment, donc je suis souvent toute seule. Donc je vais récupérer les informations d'historiens. La façon dont un historien va prendre son document, moi je peux trouver des informations là où lui il a trouvé son information, mais pas forcément quelque chose de sensoriel. Par exemple, voici un début de chapitre de Louis-Sébastien Mercier avec les heures des jours. Donc, comment s'opère la lecture de ce document? On va faire des grilles de lecture. J'ai pris les heures des jours parce que c'était plus simple pour vous, mais c'est pareil pour n'importe quel ouvrage. On va tirer, comme vous le voyez là sur la partie alors pour vous à gauche, on va tirer des éléments de sensorialité différentes. Et on tire une étude sur les 5 sens, vous voyez ici. Et alors, cerise sur le gâteau, vous voyez qu'en parallèle, on peut même avoir une lecture des cycles de vie d'une ville. Et ça devient intéressant parce qu'il va falloir contraindre la restitution. Dans ces quelques minutes que je vous présente, je ne peux pas vous présenter un jour complet. Donc je vais devoir contraindre et choisir la période la plus intéressante à étudier. Ensuite, on va aller voir du côté de l'iconographie. Alors c'est beaucoup plus simple l'iconographie parce que notre œil, nous on est dans une société très visuelle et notre œil va accrocher tout de suite les éléments. Regardez ce tableau. Ce tableau pour moi il est très sonore. Et avec ce tableau, je vais vous expliquer plusieurs choses. Regardez, ici, vous avez un indice de niveau 1, c'est un chien. Alors, un indice de niveau 1, ça veut dire je vois quelque chose, je sais qu'il va y avoir du son. Un chien, il aboie. Ici, vous avez le musicien. Là, vous avez un âne. Tout ça, c'est des éléments qui sont sonores. Indice de deuxième niveau, c'est par exemple ici, vous avez une zone de marché. Donc, il va falloir savoir ce qu'est ce marché. Donc, en l'occurrence, quand on fait une petite recherche, le marché, c'est un marché plein vent. C'est donc un marché à la volaille.
indice de 3e niveau, c'est les marchands qui sont là derrière, et parfois il y a des artisans. Eh bien, on va tirer le fil tout doucement pour aller rechercher de l'information beaucoup plus loin. Donc 3e niveau, il va falloir faire une enquête sur l'enquête pour avoir une réponse sonore sur ce que l'on cherche. Et après, c'est tout simple. Chaque tableau, chaque élément, chaque pièce, elle raconte une histoire. Et donc, il faut simplement comprendre ce qu'a voulu raconter l'auteur de l'histoire. Et donc, comme il a scénographié son tableau, ça nous permet, nous, de connaître ce qu'il y a comme élément sonore. Et par exemple, de découvrir qu'il y a des choses dont on parle très très peu en histoire. Par exemple, cette machine-là qui s'appelle un aquamoteur. Donc, il faut savoir qu'à Paris, au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de chemin de halage. Et pour faire remonter les bateaux, eh bien, ils passaient par cet aquamoteur. On voit là la barge qui est là et qui fonctionne. Elle était accrochée au pont, aux anneaux du pont. Tout est bon, hein, regardez. Même les objets du quotidien nous apportent des informations sonores. Et après, quand on va devoir travailler sur une zone géographique, eh bien, on va prendre des plans. Et là, on s'aperçoit que les plans, c'est difficile parce que toutes les rues sont à peu près pareilles, quels que soient les plans. Celui-ci, c'est le plan Turgot, que moi j'appelle Brettaise, puisque j'ai rendu à Brettaise son travail. C'est l'ingénieur qui a levé ce plan. Mais quels que soient les plans, toutes les rues, elles ont la même largeur. Et ça, quand on est dans de l'acoustique, c'est pas vraiment pratique. Donc, pour ce faire, ce qu'il faut savoir, c'est que l'acoustique d'une rue, c'est la largeur, l'élévation, les matériaux, les éléments d'architecture qui ont une incidence sur les sons, ils vont les rabattre ou pas. Et puis ensuite, la forme de la rue. En V, le son peut sortir. En U, pareil. En encorbellement, donc en V inversé, les sons restent au sol. Donc ça veut dire qu'on a une densité sonore qui est plus importante quand on est avec des rues en encorbellement. Eh bien, pour trouver la réponse pour ces largeurs de rue, on s'appuie sur les carnets de carrosses de l'époque, de cochers de l'époque. Vous voyez qu'au bout de chaque rue, c'est la rue de l'Arbalète, qui est dans le faubourg Saint-Marc. Ici, la rue, elle fait 300 pieds, et ici, vous avez le nombre de carrosses qui passent en vis-à-vis. Donc 3 carrosses en vis-à-vis, c'est déjà une rue qui est pas mal. Attention, c'est le nombre de carrosses qui passent en vis-à-vis dans la partie la plus étroite de la rue. Il n'y a pas d'alignement, on n'est pas sur des constructions urbaines comme actuellement où tout est droit. Donc ça nous apporte des informations. Donc quand il n'y a pas de C ici, c'est pas qu'il n'y a pas de carrosses qui peuvent passer, c'est qu'à un moment donné, le carrosse il ne peut pas aller jusqu'au bout de la rue. Mais par exemple, il peut avoir une porte cochère où le carrosse va rentrer dans la porte cochère, et il va pouvoir faire demi-tour. Donc ça nous apporte quand même pas mal d'informations. Et sur l'habitat commun, et je dis bien commun parce que c'est ce qui nous intéresse, comme il n'y a pas non plus de données, eh bien on va s'appuyer sur les devis de travaux. Donc là, on peut savoir combien il y a de fenêtres, la hauteur, le revêtement, est-ce qu'il y a un enduit, pas d'enduit. Tout ça, ça a une incidence sur les sons. Et après, on va recouper toutes nos informations. Là, nous avons, à quelques années près, c'est la même période, 1749 et 1746, donc de la Grive en bas et Brettaise en haut. Et on s'aperçoit que sur la même zone, il y a quand même un petit souci parce qu'ils ne racontent pas la même histoire. Même pas du tout la même histoire. Le quai qui se situe sur le plan Brettaise, il n'apparaîtra qu'en 1803. Mais en bas, on a des drôles de choses. On a de la berge et puis on a des petits points. En fait, ce sont des maisons sur pilotis. Parce que ce quartier-là, c'est le quartier de la pelleterie. Et donc, les pelletiers qui y habitaient avaient besoin de faire sécher les peaux. Donc, de la Grive a bien saisi le plan. Il a fait ses parcelles très longitudinales. Et puis surtout, il a mentionné qu'il y a une partie des maisons qui étaient sur pilotis. Donc ça veut dire qu'on paye quand même des impôts.
Et comme en général, il faut pousser le bouchon un petit peu loin, et bien on s'aperçoit aussi que la topographie des lieux est complètement modifiée. Voici le quartier côté cité, du côté du pont du Change. Aujourd'hui, si vous chaussez vos chaussures, à part du côté de la rue de la Lanterne, où c'est encore un peu accidenté, partout ailleurs, c'est bien plat. Donc on va aller jusqu'à retracer cette topo des lieux. Et donc, on va recréer les couches. Géophonie, biophonie et anthropophonie. Donc là, on va faire une sorte de millefeuille, comme ça, avec tous nos cartes, on a le même fond de carte, et ça nous permet, par porosité, de comprendre les articulations qui existent entre les différentes couches. Mais ça, c'est qu'une partie de l'enquête. Parce que tous les bruits et les sons que vous allez entendre, qu'elles soient sous forme de fresques ou autrement, c'est des vrais bruits, des vrais sons du passé qui sont encore dans notre présent. Donc ça veut dire qu'il faut aller les enregistrer. Moi, je ne suis pas bruiteur, je ne suis pas sound designer. Tout ce que je vais vous faire écouter, tout ce que je fais écouter, repose sur des sons, des vrais sons, qu'on est obligé d'aller capter, soit auprès d'un artisan, soit dans des lieux qui sont les plus proches possibles d'une possible réalité de l'histoire. C'est très compliqué, mais on y arrive. Donc la réalité terrain, c'est celle-ci. Et là, on va rentrer dans le dur du sujet, puisque c'est là où vous allez commencer à entendre des sons. Donc, sur le terrain, vous voyez, on est en situation diverses et multiples, d'une situation relativement périlleuse. Encore là, vous le subodorez peut-être de loin, mais la position idéale, c'était entre deux bourdons de 7 tonnes pour enregistrer très exactement ce qui se passait entre les deux. Donc 16 tonnes de chaque côté, à 3 cm de chaque épaule, c'était pas forcément évident. Ici, on est plutôt sur, alors c'est le chantier de Guédelon, on est plutôt sur la poursuite du travail de l'artisan. Ça peut aller également tout à fait en haut sur des captations de véhicules hippomobiles pour comprendre comment les chevaux, mais aussi les véhicules génèrent le son, et pas seulement mettre un petit micro tout simple. Et puis là, on est sur des machines beaucoup plus complexes pour une rue Bagnères, où on a fait une étude pour le musée des Beaux-Arts de Saint-Étienne. Donc là, on est sur des captations 25 points, c'est-à-dire 25 micros. Donc vous voyez qu'on va de choses relativement simples, 3 micros, jusqu'à 25 micros. Pour ce faire, on va utiliser tout un panel de micros. Alors, je suis un peu déçue parce que j'ai oublié mes micros qui vous auraient peut-être fait baver pour certains. Donc j'ai une vingtaine de types de micros, de directivités différentes, des cardio, des hyper, plein de micros. Du surfacique que vous voyez tout à fait en haut. Donc on va mettre sur la matière, on va coller le micro pour aller capter ce qui se passe à l'intérieur, les micro-canons, les micros plus traditionnels, bien sûr. Et puis les tout petits micros qu'on va glisser un peu partout, mais vous les verrez un peu plus loin. Je ne sais pas ramener, mais j'ai quand même des photos. Et puis on a des micros ambisoniques pour les prises. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit en commençant, ce qui est important, c'est le fond de sauce. Il n'existe pas de vide sidéral. Donc quand on fait une restitution, quelle qu'elle soit, il faut que derrière, ça soit nourri. Si je vous mets un son avec vraiment du vide derrière, vous allez me dire c'est pas possible, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Donc pour combler ça n'existe pas, on fait des captations de micros ambisoniques. Donc vous voyez, c'est des micros avec plusieurs têtes. Bon, là, il n'y a que 4 têtes, mais on a des micros qui sont sur lesquels il y a beaucoup plus de micros. Et puis ensuite, eh bien, on va suivre le travail. Alors, décidément, c'est une rebelle, celle-là. Elle ne veut jamais rester. On suit le travail. Donc, nous, on travaille avec essentiellement Guédelon pour le travail de l'artisanat, dans le cadre du projet de Notre-Dame, puisque je suis expert scientifique sur le chantier de Notre-Dame. Et donc, on va faire des captations au plus proche du geste. Donc, vous voyez, que ce soit au niveau de la perche tout à fait en haut, on va suivre le ciseau et puis le travail du tailleur de pierre. Et puis, on va mettre des micros un peu partout.
en fonction des besoins. On le fait sur pratiquement tous les métiers qui nous demandent de les capter. Comme il a fallu tout créer, puisque la discipline n'existait pas, eh bien, il a fallu créer des fiches de saisie. Alors oui, on écrit comme des cochons, enfin en tout cas j'écris comme des cochons, mais ça nous permet d'avoir un certain nombre d'informations qui sont marquées et qui nous permettent de recontextualiser la totalité des prises et l'instant sur lequel on a insisté. On peut avoir des problèmes, là si vous voyez bien, on a eu des problèmes. Donc c'est marqué, voilà, on a des problèmes. Ce qui fait qu'on sait si la prise elle est bonne ou pas, si on a l'opportunité de la refaire ou pas. Des fois c'est ce qu'on appelle un one-shot, c'est une fois, on n'a pas d'autre opportunité et parfois on peut retourner pour aller capter à nouveau ce qui ne fonctionne pas. Et par exemple, ici vous allez entendre un travail qui a été fait sur le moulin de Guédelon. Donc vous avez vu la position des micros. Donc vous voyez qu'on peut faire aussi dans l'espace, hein, on ne fait pas seulement juste sur le geste de l'artisan, mais on peut faire des choses beaucoup plus grandes. Pourquoi ? Parce que, par exemple, pour Guédelon, le but c'est de suivre l'évolution du moulin et de le suivre de manière sonore. Alors, on va pouvoir faire des expertises par rapport au vieillissement de certaines pièces qui s'entendent. Donc je vous fais écouter le petit reportage qu'on a fait. Donc sur le chantier de Guédelon, nous sommes allés enregistrer le moulin à eau médiéval, qui est un objet très intéressant d'étude pour nous, car c'est un objet complexe, où il y a plusieurs sources sonores qui sont intéressantes. Donc on va les capter avec plusieurs microphones répartis dans l'espace. Donc comme je l'ai dit, le moulin c'est un objet qui est complexe pour nous. On a tout d'abord l'écoulement de l'eau, qui est le moteur du moulin. On a tout un tas de mécanismes en bois qui viennent actionner la meule. On entend la roue qui tourne, divers engrenages qui se mettent en route. Et on a enfin le bruit très particulier de la meule qui moue les grains de blé. Une part du travail qui est relevé sur le terrain, le positionnement des micros, mais aussi toutes les élévations qui font que le moulin est présent. C'est-à-dire que le moulin il a plusieurs parties, donc on va avoir toute une série de mesures, de localisation des micros et leur sensibilité, leur directivité. Le travail concret, on va dire, de retour dans le passé, il s'effectue au moment de la diffusion. C'est-à-dire qu'on va réaliser un montage, une superposition de tous les sons qu'on a enregistrés et on va les diffuser pour nos auditeurs, donc que ce soit au casque ou sur des systèmes d'écoute plus compliqués qui permettent d'avoir une restitution immersive de ces paysages sonores. Merci. Merci beaucoup. Donc c'est l'une des premières captations que l'on a fait et on a pu justement insister sur le fait que le moulin, et c'est avéré par la suite que c'était vrai ce que l'on disait, le moulin il peinait quelque part. On l'entend, hein, il ne roule pas doux. Donc il y avait un certain nombre de réglages à faire et le fait de capter ce moulin permet de cibler plus rapidement les zones à régler quand la machine est complexe. Pour continuer sur ces sons étranges et pénétrants, comme dirait le poète, je vous propose un petit voyage dans la matière métal. Donc, quand on est arrivé, nous, sur Guédelon, où on s'est présenté en disant, voilà, on aimerait enregistrer vos gestes, tout de suite, il y a des métiers qui se sont présentés volontaires. Le forgeron, le tailleur de pierre, le charpentier, tout le monde a dit, moi, je fais du bruit. Et puis, il y a les métiers moins bruyants. Donc, on va commencer par le métal, donc un voyage du côté du forgeron, où vous allez entendre une opération de bas-fourneau. C'est-à-dire que tous les ans, une fois par an, à Guédelon, ils récupèrent le fer
sur le chantier, et puis ils vont le refondre dans ce qu'ils appellent une louve. Donc ils le mettent dans le bas fourneau, et à un moment donné, ils vont ouvrir la louve, et on va entendre le travail de cinglage. Donc, on est bien sur du fer, mais vous entendez, ça sonne mat. Et ça, il faut bien comprendre que par rapport à l'imaginaire collectif où on pourrait dire le fer, il teinte tout le temps, il sonne tout le temps, eh bien non, le fer ne sonne pas tout le temps. Ce que vous entendez là, c'est un peu plus mat qu'une enclume médiévale, parce qu'une enclume médiévale, ça ne teinte pas comme une enclume du 19e. Donc dans les films où vous entendez gling, 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 c'est faux. Hein. Faites une croix dessus, c'est pas une enclume médiévale, c'est une enclume du 19e siècle. Voilà l'opération de corroyage. Donc pour le corroyage, ils ont dû faire réchauffer la louve après l'avoir une première fois aplatie sur la pierre. Et vous entendez que là, ça commence à teinter un peu plus. Hein. Donc on va quitter le métal et puis on va aller visiter la pierre. Donc c'est pareil pour la pierre. Il y a plein de types de pierres. Même moi, je me fais piéger parfois parce que dans l'imaginaire, une fois qu'on a une pierre, bon, on sait qu'elle n'a pas tout à fait la même consistance et pas tout à fait le même bruit, mais pour nous, une pierre, c'est une pierre. Hein. On peut avoir des belles surprises. Donc pour la pierre, vous allez entendre le travail. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le travail de captation se fait toujours en public. Là, vous êtes sage, vous êtes silencieux. Quand on est sur Guédelon ou quand on est dans un musée, en général, les gens ne sont pas silencieux. Donc, on a un travail de captation qui est un peu compliqué. Et il y a toujours un peu de bruit autour. Donc, voilà le travail sur une captation avec une perche. Donc on va suivre le travail du tailleur de pierre. Et là, c'est un micro surface X. C'est le petit micro que vous avez vu tout à l'heure, tout à fait en haut, tout petit, qu'on met sur la pierre. Ce que vous entendez, c'est le même travail qu'on a sur la perche, mais à l'intérieur de la pierre. Donc vous allez me dire, ça sert à quoi? Mais en fait, ça sert parce que cette percussion qu'on vient d'enregistrer, c'est le seul moyen que l'on a, parce que le tailleur de pierre, ou n'importe quel artisan, il a une partie de l'information qui passe par conduction osseuse. Et sinon, on ne peut pas avoir cette conduction osseuse. Donc on la récupère dans la pierre. L'étape suivante, c'est le chant des lauses. Vous connaissez les lauses ou pas? Les lauses, c'est les couvertures en pierre des maisons. Donc il faut taper sur la lauze pour savoir si la pierre est bonne ou pas. On va repartir un peu en arrière. Donc là, elle n'est pas bonne, elle sonne mat. Vous allez entendre une bonne pierre. Tous les artisans, à un moment donné, quand ils ont le bon son, ils appellent ça une cloche. Là, c'est une cuisson qui a... Je vais aller trop vite.
Alors, comment j'ai fait? Je vais le recenser à la main. Hop. Vous voyez tout de suite que la forme est complètement différente. Le spectrogramme est complètement différent. Vous entendez qu'elle chante? Vous voulez que je vous repasse la mauvaise lose? Non, c'est bon. Oui, oui. Voilà. Alors, la mauvaise lose, la voilà. Regardez la différence. Tout de suite, on le voit. Hein. Regardez. Le spectrogramme, il est aussi parlant que le son. Donc ça, c'est une pierre qui a bien pris la pluie et qui est complètement humide à l'intérieur, voire à l'intérieur, il y a des failles, ce qui fait qu'elle va sonner complètement mate. Alors, on va passer. Donc le dernier extrait sonore sur cette diapo, c'est la terre avec la cuisson des pots. Là, c'est une cuisson qui est assez basse, c'est poreux. Là, c'est à peu près 1200 degrés. On a quand même un bel aigu. Et là, la beauté. 1300, on entend le verre là? 1300 degrés. Là, c'est une cuisson qui est assez... Vous l'aviez repris de prise. Bon, vous avez compris que chaque artisan a son repère sonore par rapport à sa matière ou par rapport à son geste. Et ça, c'est vraiment très très important et c'est ce qu'on va chercher à capter depuis quelque temps. Alors... C'est poreux. D'accord. Elle est rebelle, ma machine. Alors, plus complexe, vous avez vu tout à l'heure qu'on avait fait une captation à 25 micros. Donc, je vais vous faire écouter cette rubanière et expliquer les jeux d'écoute qu'on a fait au musée, puisqu'il fallait, comme il y avait du public et qu'on voulait enregistrer, on a essayé de l'intéresser et surtout de le sensibiliser au son pour avoir, un, du silence, et deux, c'était amusant de le voir réagir. Donc, on avait positionné des micros un peu partout, là vous le voyez, hein, on avait mis des micros un peu partout. On lui faisait écouter au casque la captation directe. Donc nous, on enregistrait, mais on avait la possibilité de faire écouter les différents extraits au casque. Et le but du visiteur, c'était de retrouver le micro qu'on lui avait fait écouter en fonction de sa promenade dans ses oreilles. Ça, c'est le bruit de la machine en action. Là, ce que vous entendez, c'est le métier jacquard qui est tout à fait en haut. Donc, vous voyez, c'est le micro qui est tout à fait en haut. C'est un micro cardio placé au plus proche des cartons qui tournent pour programmer la machine. C'est les premières machines programmées. On est en dessous du châssis du jacquard. C'est le micro surfacique qui est là, vous le voyez. Hein. Et donc, ce qu'on prend, c'est les vibrations qui se passent dans le bois. Donc là, on est en dessous. C'est l'arbre à cames.
Vous l'entendez là? Sa petite languette. Donc là, on est presque au centre de la machine. C'est le micro ambisonique avec les 4 têtes qui est tout à fait en haut. Le petit clic que vous entendez, c'est la partie ici qui est agrafée. C'est la courroie qui a été agrafée. Donc c'est ce qu'on entend qui tourne tout le temps et qui claque. C'est toutes les parties qui s'enchaînent les unes aux autres et qui font tourner en dessous. On ne le voit pas là, mais il y a une petite virgulette qui tourne en même temps, qu'on entend. Et c'est pareil, c'est cette pièce-là qui vient taper et qui renvoie sur le mécanisme. Là, c'est le couple que vous avez ici, qui permet d'être dans la posture de l'artisan qui est à l'écoute de sa machine. Lui, il les entend tous, ces bruits. Nous, ce qu'on n'a pas pu faire à l'époque et qu'on pourrait faire maintenant, parce qu'on n'a pas forcément tous les micros, c'est récupérer le son de ces petites navettes, puisqu'il y en a 17, hein, et récupérer ce son-là qu'on n'a pas pu faire à l'époque, parce qu'on n'avait pas le panel de micros qu'on a aujourd'hui. Le but, c'est réellement d'essayer de retrouver tous les bruits et les sons que le mécanicien entend et qui sont pour lui informatifs. Un son, c'est une information. Pour tous les artisans, mais ça devrait l'être aussi pour nous, hein. C'est parce qu'on est très fainéants des oreilles, mais un son, c'est une information. Ça apprend quelque chose. On va aller faire un petit tour sur Notre-Dame. Donc sur Notre-Dame, on a eu l'opportunité de travailler avec les staffeurs. Alors, le staffeur, c'est l'artisan qui refait toutes les frises en pierre. Vous allez avoir une Notre-Dame impeccable, hein. Il ne va pas y avoir une petite pierre qui va manquer. Donc ils ont retaillé, regravé toutes les frises de Notre-Dame. Donc nous, on est arrivés un jour où il y avait, c'est vrai, beaucoup de bruit, mais il y a toujours beaucoup de bruit sur Notre-Dame. Si vous pensez que c'est un chantier silencieux, vous vous trompez, c'est 80 décibels à peu près. Et donc les artisans, quand ils travaillent là-bas, ils sont obligés d'avoir un casque anti-bruit. Or, un artisan, ça travaille avec ses oreilles, avec ses mains certes, mais avec ses oreilles. Et ils étaient assez dépités. Donc quand on est venu les enregistrer, ils ont dit « Vous n'arriverez pas à capter notre travail ». On leur a dit on va voir. Donc on a mis un couple. Donc vous allez entendre un couple. Et puis ensuite, vous voyez, je tiens une perche, tout à fait là. Donc on a fait aussi un enregistrement avec la perche. Donc on branche tout sur la machine. Et puis, si vous regardez bien sur votre gauche, vous avez le petit micro magique, là, hop, le petit surfacique qu'on a collé sur la fresque. Donc voici ce que ça donne en écoute. On est sur un chantier de BTP, hein.
Donc là, c'est avec la perche. Vous allez commencer à entendre le travail du staffeur. Et donc, voilà ce que recherchaient très exactement les staffeurs. Ils ont pris du plaisir pour voir si c'était bien ça. Hein. Donc vous voyez que quand on place ces micros surfaciques, on n'a que le bruit de l'outil sur la matière. Toutes les pollutions extérieures, on ne les entend pas. Alors, vous avez à nouveau réentendu le chantier, vous avez vu la différence entre les deux. Exemple suivant, on va aller voir du côté des cloches ce qui se passe. Vous allez entendre le craquement du beffroi de Sens. Donc, action du début du balancement du bourdon de Seston. Et là, vous commencez à entendre le craquement du beffroi. Le beffroi, c'est la cage en bois qui reçoit les cloches. Je vous ai pas mis la cloche parce qu'elle est trop volumineuse. On est sur un élément sonore très violent. De par l'expertise que j'ai commencé à développer, j'ai été sollicitée par un projet de sauvegarde du patrimoine horloger traditionnel. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2030, il n'y aura plus de formation d'horloger traditionnel. Donc c'est assez compliqué parce qu'on a encore beaucoup d'horloges qui fonctionnent à l'ancienne. Et donc il y a un gros travail qui est fait, et notamment au niveau des captations du geste, restitution du geste en virtuel et captation sonore. Et donc là, on n'est pas encore à la deuxième étape où c'est faire la connexion entre les deux, mais on a déjà commencé à faire des captations. Donc là, vous voyez mes petits micros de 1,5 mm que je glisse un peu partout maintenant. Donc ils sont tout petits. Hein. Vous imaginez un micro de 1,5 mm et donc mes surfaciques qui vont récupérer des informations un peu partout. Donc on glisse nos micros tout le long des horloges à enregistrer. Et puis, on va les rechercher sur les conseils du maître horloger, le bruit très exact dont il a besoin pour dire, voilà, pour telle panne, c'est ça. Pour telle panne, c'est ça. Pour telle panne, c'est ça. Quitte parfois à ce qu'il simule la panne pour que nous, on puisse l'enregistrer. Donc là, on est à l'extérieur et c'est le couple que vous avez juste là en haut, sur votre droite, tout à fait en haut. On voit le couple. Hein. Vous avez également l'échappement. Donc là, on est avec un micro de contact.
Donc c'est cette pièce-là, tout ce qu'enregistre cette pièce-là. Elle récupère un certain nombre d'informations. Et puis le tout petit micro, vous allez voir, il est aussi puissant que les autres, hein, puisqu'il va récupérer lui aussi cette pièce-là. En fait. Il récupère tous ces éléments-là. Et au total, ça nous donne ceci. Alors comment on fait par la suite, une fois qu'on a récupéré tous ces petits sons un peu à droite, à gauche, comment on va travailler sur la spatialisation et la restitution d'une fresque sonore? C'est peut-être la partie la plus complexe. Alors, pour nous, c'est juste un jeu intellectuel, mais je vous ai détaillé finement. C'est le travail que je fais aussi, mais après, une fois c'est dans le cerveau, quelque part, c'est oublié. Donc, je fais une première étude, comme vous voyez, là, c'est pour Notre-Dame. J'ai fait une première étude de ce que je voulais restituer. Donc, la mission que je m'étais donnée, c'était restituer Notre-Dame, le chantier de construction de Notre-Dame en 1170. Donc, essayer de trouver le plus d'informations et de restitution possible, avec également tout ce qui est les mesures, les bruits qu'on peut trouver, les métiers qui sont présentés. Qu'est-ce qui fait qu'on a géophonie, biophonie et anthropophonie? Donc ça, c'est une première étude. La deuxième étude, c'est le point d'écoute. Il est très important de savoir sur quel point d'écoute on doit se situer. Est-ce que je suis acteur, c'est-à-dire en plein milieu de la scène, et que la scène va se dérouler tout autour de moi, ou est-ce que je suis plutôt l'auditeur, c'est-à-dire est-ce que je vais regarder d'autres personnes travailler? Ce point d'écoute-là, il met une distance et il faut la prendre en compte. Donc là, on est parti du principe d'un commun accord qu'il fallait qu'on soit au milieu de la scène, et vous voyez qu'on fait un gros travail pour savoir quels sont les bruits et les sons qui vont être audibles de ce point d'écoute-là. Donc, là, vous en avez un, j'en ai fait 25. J'ai fait 25 simulations sur lesquelles j'ai travaillé pour savoir quel était le meilleur, le plus adapté au public d'aujourd'hui. Vous, moi. Pour mes collègues chercheurs, j'avais développé 3 situations complètement différentes. Et après, on va raconter cette histoire par hétérographie. Donc, c'est juste le fond de sauce là, que vous voyez, hein. Donc, vous imaginez un peu le nombre de fichiers qu'il peut y avoir. Il y a à peu près 370 fichiers audio pour restituer une scène historique. Et dans ces fichiers audio, vous voyez qu'il y a le fichier par lui-même et puis tout le travail de spatialisation en dessous. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on resitue dans la scène la localisation exacte du geste, du véhicule ou de l'oiseau. Puisque nous, on travaille ce qu'on appelle en WFS, et on va avoir une salle immersive, et les objets sonores, ils vont passer à droite, à gauche, en haut, en bas, partout. Donc ça nous donne quoi ? Ça nous donne à peu près ceci. C'est juste un extrait, vous en aurez peut-être plus tout à l'heure, on verra quel extrait on passera. Cet extrait-là, c'est pour vous expliquer le travail de spatialisation. Donc nous, dans notre tête, on a les plans qu'on vous a montrés tout à l'heure, mais à différents niveaux. D'accord ? Premier plan, deuxième plan, troisième plan. On va savoir comment sont situés les artisans. Et vous allez voir émerger sur l'extrait des boules
Les boules, c'est les objets sonores. Donc on les fait apparaître petit à petit pour que vous puissiez vous habituer. Nous, on les a tous d'un seul coup. Mais vous allez voir cette spatialisation et le relief que ça prend. Et donc l'état des travaux, je vous ai mis la gravure tout à fait en haut pour que vous puissiez avoir un repère pour vous situer, vous, puisqu'on est plutôt dans le visuel, pour vous situer dans le sonore. Vous voyez qu'il y a des objets qui bougent et d'autres qui sont fixes. Donc là, c'était une scène dite simple. On a commencé simple. C'est-à-dire qu'elle est simple, pourquoi? Parce que la tête que vous avez vue, elle ne bouge pas. On est au milieu du chantier, et on est fixe, et les éléments autour de nous, eux, ils bougent, ils se déplacent quand c'est nécessaire. La scène suivante, c'est la 21e version de Bretèze sur laquelle on est en train de travailler. Donc, je ne dis pas que vous l'avez en avant-première, mais presque. Donc pour cette scène de Bretèze, il y a un déplacement, c'est-à-dire que la tête, vous allez la voir circuler. C'est le même travail, mais beaucoup plus compliqué. Je vous ai mis en haut en regard la vidéo que vous avez sur Internet. Donc là, vous avez vu comment fonctionnait le montage, un petit peu. Hein. J'ai un petit peu présenté les outils. Alors, quelle technologie pour diffusion? Donc, on a deux types de diffusion. On a une diffusion au casque, parce que parfois les musées, ils n'ont pas la possibilité, et ils n'ont jamais la possibilité d'avoir des salles multicanales. Donc, on fait des écoutes dites binaurales, comme ça nous permet de restituer plus ou moins la spatialisation sur laquelle on a travaillé. Et puis, à la MSH, nous, on est plutôt sur une écoute dans une salle immersive, une petite salle immersive, 46 enceintes, où vous voyez, il y en a en haut, en bas, il y en a au plafond, il y a tout autour, et puis en bas aussi. Et ça nous permet de travailler en front d'onde, WFS, pour que toutes ces petites boules que vous avez vues se promener, on les a tout autour de nous, et on peut cibler les objets dont on a besoin. Voilà ce que ça donne. Là, c'est tout neuf, c'est d'avant-hier. Hein. On l'a refaite, on a mis des panneaux au plafond parce qu'elle ne sonnait pas très très bien. Alors de l'audio, pourquoi faire? Déjà au service de la recherche, hein, vous avez compris que c'est quand même notre cœur de métier. Donc on nous appelle de temps en temps pour détecter des problèmes. Donc là, il y a toujours plus fou que nous. Ils ont restitué une scie hydraulique gallo-romaine. Et puis ça ne fonctionnait pas. Donc ils nous ont appelés avec nos micros pour essayer de comprendre où se situait le frottement parce qu'ils n'arrivaient pas, eux, à le détecter. Donc ça, c'est la première étape. Et puis, on est sur la restitution virtuelle de gestes de l'artisan.
avec différents projets. Ces projets-là, c'est pour créer des avatars et à long terme, parce que le moyen terme est quand même, c'est pas encore demain, mais à long terme, des avatars dits incarnés. C'est-à-dire que c'est pour l'apprentissage de l'artisan, ça ne remplacera pas le maître artisan qui donnera le geste, mais ça permettra de compléter à la fois le geste et la sensorialité. Ça donne ceci pour l'instant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est absolument pas intrusif. Parce que la première fois, ils sont arrivés avec des boules de partout, les artisans étaient horrifiés. Donc il n'y a pas encore les outils, c'est compliqué à faire, mais c'est synchronisé avec nos captations. Alors, vous voyez les films qui sont tournés où on enregistre en même temps. Donc, comme vous le voyez, le but, c'est de faire le tour de l'artisan et pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Et de ne pas être intrusif. C'était la donnée que j'avais apportée à mes collègues de l'école centrale, leur dire, on va voir l'artisan, nous, on n'est pas intrusif pour avoir le son, il ne faut pas que vous soyez intrusif pour capter le geste. C'est pas comme au cinéma où on fait capture motion avec des boules de partout, parce que ça, l'artisan, lui, il ne peut pas avoir un geste fluide, il faut qu'il reste correct. Donc, ça passe par des caméras qui vont l'enregistrer, et ça nous permet de faire le tour de l'artisan. Et notre mission à nous, notre challenge, c'est de faire, pareil, un hologramme sonore. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a des diffusions qui viennent par des haut-parleurs tout autour, et là, on essaye, on réfléchit à ce que là où il y a le point d'impact, émane le son. Donc, déplacer la diffusion de la couronne vers l'intérieur de la couronne. Les plus petits sons qu'on a pu capter, ça en fait partie. C'est capter de l'odeur. Donc c'est pour une séance de thé. Avant la séance de thé, on fait brûler du oud par combustion. Il n'y a pas de flamme. Et vous allez entendre la combustion de ce oud. Donc vous allez voir émerger d'un morceau de oud des petites bulles d'essence qui, par la chaleur, vont partir en fumée. Elles ne vont pas flammer, il n'y a pas de flamme, mais nous, on va les entendre. Donc là, vous voyez les petits micros. Ils sont tout petits. Vous commencez à voir les bulles d'essence. Alors, je vais vous faire sourire parce que c'est la troisième prise qui a été la bonne, mais il a fallu le faire 3 fois. Comme on était en salle sourde, et que c'est une salle qui est relativement hermétique, on était un peu shooté par la combustion. Mais bon, on est heureux après. Bon, alors, quelques nouvelles du chantier Notre-Dame. Donc, vous voyez que le chantier Notre-Dame, quand on va sur le chantier, on est habillé contre le plomb. Donc on travaille dans des conditions qui ne sont pas toujours les plus idéales. Donc là, on a fait la captation du volume acoustique de Notre-Dame avec mon collègue Brian, qui est lui acousticien. Et on a plusieurs missions dans ce cadre-là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que peu de temps après l'incendie, Notre-Dame a été sous cette forme-là. Et cette partie ici,
était inaccessible. Et nous, on avait pour mission de récupérer le volume acoustique pour savoir s'il y avait des problèmes, ce qu'on savait, mais quels étaient les problèmes, la grandeur des problèmes, vu les voûtes qui s'étaient effondrées. Donc, en sachant qu'on ne peut pas aller là alors que la mesure se faisait ici, mon collègue qui est franco-américain, il a commencé à taper un peu dans les gamelles en disant on va prendre un arc, on va tirer des flèches pour mettre les micros en plein milieu. Donc ouais, on se voyait mal parti quand même. Donc on a loué un robot que vous voyez là. Et le robot, il a tiré des pieds. Donc on a 25 micros qui fonctionnent là aussi pour envoyer un signal. Et on fait des points stop toutes les 50 cm. Donc ça a duré toute la nuit. Et on a pu capter le volume acoustique uniquement jusqu'ici, puisque là, il y avait encore les débris de l'incendie. Donc on n'avait pas accès à cette partie-là. Et c'était un moment fabuleux, parce que franchement, on avait la cathédrale pour nous. Et en plus, il n'y avait personne à l'extérieur. Donc voilà, c'était charmant. On a des boîtiers qui tournaient, puisqu'ils ne tournent plus maintenant. Donc voici les boîtiers qui captent le chantier et l'extérieur de Notre-Dame. Donc on voit bien qu'il y a un couvre-feu, puis d'un seul coup, ça se réveille, puisque ça fait comme des timelapses, ça. Donc on a des captations toutes les 5 minutes toutes les heures. Et donc nos travaux s'articulent autour de 3 grands axes. L'acoustique pour mon collègue Brian. Pendant qu'il fait l'acoustique, il fait aussi les orgues parce que c'est sa partie. Moi, je fais les paysages sonores du présent et du passé, et puis je m'occupe aussi de tout ce qui est patrimoine immatériel, c'est-à-dire la captation des gestes des artisans qui travaillent sur le chantier ou pour le chantier. Parce que vous avez pu constater qu'il était un peu bruyant le chantier. Donc de temps en temps, pour les métiers qui sont un peu moins sonores, on va voir ailleurs. Et puis aussi pour la valorisation, la médiation. Donc actuellement, on a une fresque qui tourne au Carnavalet, donc pour une exposition temporaire. Donc, de temps en temps, les musées nous demandent de venir sonoriser une exposition sur des points bien déterminés. Hop. Et puis, vous pouvez suivre mes activités sur mon carnet de recherche, où là, parce que vous allez peut-être sortir frustré de la conférence, encore vous avez de la chance, parce que ça a duré 1 heure. Mais voilà, Archéoson, vous pouvez nous suivre en ligne. En général, on essaye de mettre des billets suivant les missions extraordinaires que l'on fait. Et puis on va terminer avec le chantier Notre-Dame, si vous voulez bien. Donc cette construction que vous allez entendre, qui fait 4 minutes 16. Donc vous allez entendre bien sûr la géophonie. Donc la Seine et le vent, puisque c'est du côté du chevet. Donc derrière, vous aurez toujours la Seine, devant, vous aurez toujours le chantier. Vous allez avoir la zone de travail en face de vous. Vous allez avoir tout ce qui est biophonie. Donc comme vous avez la Seine derrière et qu'il n'y a pas de quai à l'époque, on est sur une zone qui est complètement différente de celle qu'on peut imaginer aujourd'hui. Donc on est sur de la berge. Et pour la petite histoire, j'avais fait une grande recherche en me disant mais les matériaux, ils arrivent par où? Parce que quand même, il faut des pierres, il faut du bois. Donc j'avais dit à mes collègues, ils arrivent par la Seine. Oh, je ne suis pas certaine, tout. Et il y a 15 jours, j'ai une collègue du groupe bois qui est venue me voir, elle me dit tu sais, c'est bien des trains de bois qui arrivent par la Seine. Ouais, j'étais super contente. Et puis bien sûr, la cage à écureuil, donc c'est la grue de l'époque que vous allez entendre dans la fresque. En fait, je vous donne les clés d'écoute parce que sinon, vous aurez du mal à tout entendre. Tout ce qui est déplacement. La fameuse enclume médiévale qui ne teinte pas. Et puis bien sûr toutes les ambiances urbaines que vous allez retrouver. Vous êtes prêts pour le grand voyage? Ça dure 4 minutes 16.
Allez, c'est parti. Le dur retour au XXIe siècle. Merci. Merci beaucoup Mylène pour cette conférence, cette intervention. Vous êtes rejointe par Jérôme Sueur, dont j'ai vanté les qualités multiples avant, mais dont je vais rappeler qu'il est écoacousticien.
au sein du muséum, professeur et également auteur de différents ouvrages dont le plus récent est Une histoire naturelle du silence. Donc, je pense que rien que cette introduction peut générer entre vous un dialogue. Mais peut-être qu'avant de vous laisser la parole, bien sûr, on a un peu de temps, ça va, pour lancer cet échange entre vous deux qui a pour vocation à s'élargir au public. J'aimerais, mon cher Jérôme, que tu nous rappelles, ne prends pas cet air surpris à chaque fois que je te parle, peut-être que tu rappelles, à chaque fois il me fait le coup, c'est une très rapide définition de l'écoacoustique afin de peut-être de faire le lien ou ce qui vous différencie, vous, éco-acousticiens et éco-acousticiennes, de ce champ disciplinaire dont on a souvent vanté le caractère assez nouveau, voire extrêmement récent. On a affaire à deux personnes qui travaillent dans des champs disciplinaires assez récents. Donc j'aime bien cette idée que vous parliez. Et la question plus générale, c'est est-ce qu'il y a un dialogue possible ou des collaborations entre ces deux champs-là qui se découvrent aussi un petit peu, qui se tournent autour l'un de l'autre. Et puis voilà, mon cher Jérôme, si tu acceptes de parler. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, on fait en effet de l'écoacoustique. L'écoacoustique, pour faire un parallèle direct, c'est l'analyse des paysages sonores, mais pas de chantier, mais plutôt d'espaces naturels. Typiquement, on travaille dans les forêts, mais ça peut être aussi dans les prairies, des paysages sonores aussi aquatiques, sous-marins, dans les mares, dans les rivières. Et on utilise pas mal de terminologie déjà commune, puisqu'on utilise aussi cette classification géophonie, biophonie, anthropophonie. Alors on parle même nous de technophonie, avec toutes les machines et les outils en fait que Mylène enregistre, analyse et reconstitue. Et on essaye aussi de reconstituer des paysages sonores naturels. C'est le cas d'un doctorant, Elie Greenfeder, à l'École normale supérieure à Ulm, qui essaye de reconstruire des paysages forestiers, sonores forestiers, donc essentiellement avec des oiseaux. Mais on n'en est pas du tout au niveau de Mylène avec cette spatialisation. Ah non, mais c'est... Moi, je trouve ça extraordinaire. On n'en est pas là, donc il y a certainement des ponts à trouver, des ponts à la fois techniques, conceptuels, théoriques. Moi, j'étais absolument passionné par l'intervention de Mylène. Moi, j'ai pas mal de petites questions. Est-ce que tu acceptes de répondre à cette question? Est-ce qu'il y a des... C'est quoi la question déjà? La question était celle des liens possibles, voire de collaboration vraiment disciplinaire, scientifique entre ces deux champs d'investigation des sons du vivant, son et bruit. On pourra aussi évoquer cette différence de termes entre vous deux. Là, moi, je l'ai vraiment vu sur la partie de reconstitution, de savoir si on pouvait nous reconstruire des paysages sonores naturels, donc où les sources sont plutôt des sources biologiques, animales. Je ne sais pas si... Si, mais aujourd'hui, grâce au progrès technique, tout type de paysage ciblé peut être reconstitué. Après, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est faisable. Ça dépend des sources sonores. C'est pour ça que les sources ici, elles doivent être ciblées. Donc, si on a des sources qui sont ciblées avec le moins de pollution possible, on arrive à créer ce qu'on appelle des objets sonores qu'on va repositionner. Mais c'est faisable. C'est faisable. En fait, on a cette difficulté, c'est que comme on travaille avec des êtres vivants, on ne peut pas leur mettre un petit micro juste en dessous du bec ou de la gueule, en fait. Et ça, c'est difficile parce que les enregistrements, quand ils sont de bonne qualité, on reste quand même loin de la source. On n'est pas au plus proche de la source comme vous pouvez l'être. Donc, il y a aussi un rapport assez différent avec les sources sonores. C'est qu'on ne les contrôle absolument pas. Et on ne peut pas leur demander de répéter et de refaire. Alors, il faut bien comprendre que quand on travaille avec un artisan, l'artisan préfère travailler avec nous que travailler pour le cinéma. Parce que le cinéma, déjà, il tronque les gestes, et puis vous pouvez me le refaire. Donc, il n'y a rien de plus pénible pour un artisan qui fait un geste, il est dans une lancée, dans une continuité de gestes, et puis moi, je me suis vue percher pendant 1h30 parce que le geste, l'artisan a travaillé pendant 1h30. Je n'ai pas arrêté à un moment donné lui dire on arrête parce que moi j'ai mal au genou. Donc, ce qui m'intéresse, c'est tous les sons qui sont générés par son activité du début jusqu'à la fin. Et pourquoi du début jusqu'à la fin? Parce qu'au début il est fringant,
au milieu va peut-être être un peu moins fringant, où il va rencontrer des aspérités sur sa matière, et puis à la fin, il n'est plus du tout fringant. Donc la qualité sonore, le son par lui-même, il bouge, il mute. Le cinéma, lui, il arrive et dit « Non, mais attendez, moi j'ai juste besoin. » Combien de fois sur Guédelon, ils m'ont dit « Non, mais c'est pas possible, parce qu'on a préparé la séquence pendant toute la matinée. En fait, ils sont venus, ça a duré 2 minutes, puis ciao bambino, quoi. » Ils sont dans la... ils ne sont pas des oiseaux, parce que si on leur dit est-ce qu'on peut demain ou après-demain retailler, ils vont le refaire. Donc on n'est pas comme un oiseau, on ne peut pas lui dire non, ça c'est pas possible. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même des éléments qui sont récurrents, qui, quand on veut respecter la continuité d'un enregistrement, que ce soit un humain qui travaille ou que ce soit un animal, on est sur cette continuité. Donc ça, oui. Deuxième point, alors oui, vous êtes loin, mais moi j'ai pu montrer, par exemple, avec le bois de oud, que des tout petits bruits qui sont à peine perceptibles à l'oreille, on peut les capter. Donc il faut peut-être qu'on réfléchisse sur... En fait, c'est tout bête. Hein. Moi, au début, j'ai commencé avec un Zoom H4n, et puis après, j'ai dit, non, mais ça va pas. Donc, j'ai mis 2 micros, puis aujourd'hui, je peux aller jusqu'à 25 micros. Donc, c'est réfléchir sur comment on peut capter de manière à pouvoir, si le but, c'est de recréer une scène sonore, c'est comment capter ces objets sonores, ces chants, pour qu'il y ait le moins de pollution possible. Il y en a toujours. Nous, on est sur Guédelon, on ne l'entend pas là, mais il y a du public. Donc, c'est essayer d'expliquer au public qu'il faut faire du silence, c'est pas toujours évident, et c'est trouver des trucs et des astuces pour prendre le moins possible la pollution sonore et bien cibler ce qu'on veut. Pour peut-être changer un petit peu, moi j'aurais bien voulu que vous nous racontiez un peu votre vie. Non, parce que avant d'arriver, on a parlé notamment parce que vous avez créé un métier. C'est quand même assez unique. Vous avez eu un autre métier avant. Et aussi, donc, on parlait de transmission, de savoir. Et on disait, il faut que je forme quelqu'un pour la suite. Et c'est vrai que nous, quand on pense à formation, on pense à 2, 3 ans. Un doctorat, c'est 8 ans. Mais voilà, dans la spécialisation, on est sur 3 ans. Et là, vous me disiez, j'ai besoin de quelqu'un sur 10 ans parce qu'il faut 10 ans pour se former l'oreille. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ça? Parce que pourquoi il faut 10 ans pour se former l'oreille? C'est comme dans le métier de l'artisanat. C'est qu'on peut, nous, on va transmettre des us, des coutumes, des méthodologies. Mais comme on est sur de la sensorialité, chaque personne a son propre référent. Donc quand on prend quelqu'un en apprentissage, on va essayer... Nous, on a nos référents, donc on essaye de transmettre déjà cette partie-là, et puis d'agréger sa sensibilité pour quelque part, aiguiser son oreille. Parce que ça vient pas comme ça. Là, on a vu tout à l'heure la rubanière. Bon, la rubanière, on n'a pas forcément triché. On a un tout petit peu triché parce qu'on est venu avant l'ouverture du musée pour entendre cette rubanière, parce que le but, c'était de montrer que c'était long à capter avec ces 25 micros à monter et puis d'enregistrer le tout. On n'a pas beaucoup triché. Mais quand on a écouté le métier, en fait, j'ai écouté le métier. C'est pas l'ingénieur son qui était avec moi, il a fait le tour et s'il y a un moment donné, il m'a dit « Ah, mais il y a un petit bruit là », et c'était l'histoire de la graffe sur la courroie. Alors, il y a des bruits qui sont prégnants et des bruits qui sont moins. Les clavettes qui sont en dessous, l'arbre à cames qui est juste en dessous. Si on n'a pas l'œil aiguisé, l'ouïe aiguisée, franchement aiguisé, on va passer à côté. Donc quand on met un réseau de micros, il faut savoir très exactement où on les positionne. C'est pour ça que pour le projet de Chronospédia, on est avec un maître horloger. Parce que lui, il sait ce qu'il veut. Moi, les horloges, je ne les connais pas. Autant des métiers, c'est quelque chose d'assez bruyant. Une horloge, ce n'est pas spécialement bruyant. Donc, un petit tic-tac qui n'est pas forcément tout à fait en face, ça va bien. Je vais sentir que ça boite. Mais savoir où positionner, parce que là, je vous ai montré des choses qui étaient simples. Hein, mais des fois, on a des micros sur les horloges. C'est tout le mécanisme qui balance. Et donc, nous, quand on positionne le micro, il ne faut pas qu'il gêne ce balancement. Sinon, ça ne fait plus tic-tac, ça fait tic-tac-tic.
tac. Mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Donc on demande très exactement où on doit positionner le micro, qu'est-ce qu'il veut entendre, que nous on n'entend pas forcément, et on va aller jusque-là. Lui, il a plus de 10 ans de pratique. Donc nous, pour avoir nos oreilles bien aiguisées par rapport... Parce que parfois on arrive et on n'a pas l'opportunité de faire plusieurs prises. Et bien sur une prise, il ne faut pas trop se tromper. Et c'est pour ça qu'il faut à peu près 10 ans. Sinon, au bout de 4 ans, on commence à percevoir des bruits et des sons intéressants. Oui. Ce qui est rassurant, c'est-à-dire que l'oreille humaine est encore très importante dans votre métier. Et parce qu'on parle aussi beaucoup de technique, vous avez parlé de microphone, nous aussi on parle beaucoup de technique ou d'intelligence artificielle, etc. Donc on peut être un peu submergé par la technique, alors que l'oreille et la sensibilité est encore très importante et majeure en fait dans la conduite de votre métier. Faut pas se leurrer, hein, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais nos oreilles. Parce qu'elle ne fait que recracher ce qu'on lui donne. Donc si on n'a déjà pas intégré, nous, avec nos oreilles, ce qu'il faut capter, l'intelligence artificielle ne pourra pas nous rendre ça. Et l'intelligence artificielle, elle peut enregistrer des bruits, mais c'est un micro. Donc si vous avez l'habitude de toucher un peu des micros, moi je fais souvent l'expérience avec des classes lors des fêtes de la science, on met juste un micro, et puis on les laisse faire du bruit, et puis on leur fait écouter. Et là, ils s'aperçoivent qu'un micro, ça chope tout. Ça rattrape tout. Donc, si on met un micro pour une intelligence artificielle, si on ne l'éduque pas avant, en lui disant « mais ça c'est de la pollution, et ça, c'est ce que je veux », elle ne saura pas le faire. Donc, il faut bien que nous, on passe avant. Donc, heureusement, on a encore nos oreilles. Il y a encore du boulot de ce côté-là. Et alors, il y a les oreilles, de l'autre côté, il y a la voix. Et là, dans la reconstitution de Notre-Dame, je dis, il manque, il n'y a pas de voix, il n'y a pas d'humain, finalement. Enfin, il y a des humains dans le geste, mais il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Pourquoi ? Alors, je suis scientifique. Je ne sais pas comment il parlait sur le chantier, donc je ne prends pas de risque. Si à un moment donné, j'ai retrouvé le cri d'un bouvier, donc on l'entend dans le lointain. Donc voilà, quand j'arrive à retrouver des cris de métier qui persistent, je vais les récupérer parce qu'il y a très peu de cris, des vrais cris de métier. Je ne parle pas des cris de Paris, qui sont des cris de commerce, mais le cri de métier. Alors, on a parlé comme le chat, j'ai cette vie et j'ai été mécanicien sur hélicoptère, donc ça fait énormément de bruit. Et si on veut dire à son collègue va à droite ou va à gauche, ça ne marchera pas sur un terrain d'aviation. Donc on va avoir des interjections. C'est ça, les cris de métier, c'est des interjections. Et ça, il n'y a pas de traité d'interjection quand on voit un traité de métier. Donc je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Qui plus est, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on remonte le passé, le poids des vêtements, il est beaucoup plus important. Donc la voix, elle porte beaucoup plus. Je vais vous faire une expérience très simple. Si je me mets debout et que je m'ancre dans le sol, je n'ai pas besoin de forcer la voix. La voix, elle va sortir toute seule beaucoup plus fort. Donc, mais moi, je suis obligée de dire, j'ai un poids et je vais m'ancrer dans le sol. Si vous portez du poids, si par exemple je porte mon sac et je me mets à parler, je vais tout de suite avoir la voix qui va porter beaucoup plus. Dans le temps, on avait des vêtements qui étaient beaucoup plus lourds, ce qui fait qu'on était plus ancré dans le sol. Qui plus est, je pense que les voix étaient beaucoup plus rugueuses, puisque nous, dès la naissance, on dit chut, il ne faut pas faire de bruit. Donc, on a des voix qui sont polissées. Donc, n'ayant pas tous ces éléments-là, ne sachant pas non plus comment il parlait sur le chantier de Notre-Dame, puisque c'est un chantier qui est international à l'époque. Il y a des Allemands. Moi, je ne sais pas comment ils parlaient entre eux, franchement. On n'a pas de témoignage. Eh bien, je préfère mettre de l'oralisation plutôt que de la verbalisation. Merci. Juste pour l'hélicoptère, parce que c'est donc étonnant, donc vous avez été mécano sur hélicoptère, et quand on va en forêt tropicale, j'allais dire malheureusement, souvent on y va en hélicoptère. Et donc c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que nous on est là pour enregistrer des forêts les moins impactées par le bruit humain, et on arrive avec cet hélico. Et qui a un son extraordinaire. Donc c'est complètement paradoxal, c'est-à-dire qu'on est là pour enregistrer les petites grenouilles et les oiseaux, et tout le monde, quand l'hélicoptère arrive, tout le monde s'arrête, et tout le monde regarde l'hélicoptère, et tout le monde enregistre l'hélicoptère.
Donc il y a une sorte de paradoxe. Est-ce que finalement il y a une origine à ce métier de mécanicien d'hélicoptère qui pourrait expliquer l'activité actuelle? Non, la seule chose que ça m'a apporté, c'est toute la partie mécanique, technique. Parce que là, c'est vrai que quand on va me dire il y a un problème, tout de suite, il y a un problème, ça va me programmer. C'est pour ça aussi qu'il faut 10 ans. C'est qu'en fait, quand moi je vais sur une machine, j'entends tout de suite quand ça va ou ça va pas. Je suis allée enregistrer, par exemple, la mule génie. Et la mule génie, il y a eu une rupture dans la chaîne de transmission, ce qui fait que les gens qui mettent en route aujourd'hui la mule génie, ils ne savent pas la mettre en route. Et tout de suite, j'aurais dit, attendez, là, il y a un problème. Parce que, en tant que mécanicien, il y avait quelque chose qui me faisait mal au ventre, quoi. Mais parce qu'on l'entend. Et ça, c'est la formation de mécanicien qui permet de dire, ok, je suis à l'aise avec la technique, alors qu'aujourd'hui, je suis plutôt sciences humaines et sociales. Oui, complètement. Oui, absolument. Alors peut-être que moi j'ai 2 questions ou commentaires avant peut-être de laisser la place au public, mais pour comprendre de manière plus précise votre métier au quotidien, on peut se dire que vous ne devez pas avoir une vie très simple dans la mesure où vous êtes dans une forme de synesthésie en permanence, quoi. Quand vous allez au Louvre, peut-être que les tableaux s'animent et vous entendez les bruits des tableaux, littéralement. C'est une question un peu en forme de boutade, mais très concrètement, est-ce que la synesthésie peut se forger aussi comme compétence, quoi? Alors, je ne sais pas si c'est une compétence, mais moi, je pensais que tout le monde, quand on lisait un texte ou quand il voyait un tableau, pour tout le monde, c'était bruyant. Puis un jour, je me suis rendu compte que c'était pas bruyant pour les autres. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Et c'est super pratique, mais oui, parfois c'est un peu dérangeant parce que tout est bruyant. C'est un réflexe pour vous d'aller essayer de... Systématiquement, je vais entendre ce qui se passe dans un tableau ou dans un texte. Oui. Et une question qui est assez différente, mais quand même, sur la 21e version du projet Umbrethèse, est-ce que vous pourriez, je ne crois pas que vous l'ayez dit, nous dire de quelle façon le projet a été augmenté? C'est le fruit de quelle découverte littéraire, textuelle Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a énormément de sources qui sont à nouveau numérisées. Donc, à la lecture de ces sources numérisées, on arrive à avoir de l'information complémentaire qui peut infirmer ou confirmer des hypothèses. Un peu comme le train de bois qui arrive par la Seine, où nous, on a émis une hypothèse en 1170, et puis aujourd'hui, on sait qu'il y a vraiment des trains de bois qui apportaient les poutres pour Notre-Dame. Donc, toutes ces informations-là, c'est dû à la numérisation, mais c'est dû aussi à des collègues avec qui je parle de Brethèse et qui connaissent Brethèse, qui me disent « j'ai une source pour toi ». Et puis surtout cette 21e version, c'est la spatialisation avec la WFS, puisque jusqu'à présent, on n'osait pas le faire, puisqu'on était en point fixe au milieu de la salle immersive, et qu'aujourd'hui, on se déplace dans ce plan. Donc ce qu'il faut bien comprendre, puisque ça relève aussi peut-être de la synesthésie, c'est le même registre, c'est qu'on travaille à plat, juste avec le plan, et que nous, l'élévation, elle se fait toute seule. Elle se fait dans le cerveau, en fait. C'est qu'on sait à peu près, on sait qu'on va mettre des objets sonores, là. Voilà, ici, je sais que je vais mettre une cage à écureuil, par exemple. Donc dans Brethèse, il y a des objets sonores qui sont en élévation, mais on travaille, nous, à plat. J'ai encore plein de questions, mais est-ce qu'il y a je peux accourir avec le micro si vous souhaitez prendre la parole. C'est une possibilité, en tout cas. Oui. La fameuse première question. Merci. Ça va d'abord être une information avant la question. L'information, c'est... j'aimerais défendre mes collègues du cinéma. Non, mais... non, mais je vais vous dire, à mon avis, c'est plutôt de la vidéo, du reportage ou du documentaire, parce que le cinéma, c'est de la fiction. Donc, c'est pas un artisan qui tape sur une pierre, c'est un comédien. C'est ça. Et qu'en vidéo, pour rendre la chose intéressante, parce que, comme vous, les gens qui travaillent essayent de rendre la chose intéressante, si on filme une demi-heure la même personne en train de taper sur une pierre, on perd le téléspectateur. Si on veut restituer ça, il faut un plan large, un plan serré, un contre-champ, évidemment. Voilà, c'était la première chose. C'était une info. Ma question, c'est...
Vous disiez tout à l'heure que, enfin, vous avez commencé par ça. Le son, c'est l'émission, la transmission et la réception. Et quand je vois tous vos micros et la restitution, vous venez de parler de numérisation, c'est quelque chose que j'en ai. Je me demandais, vous êtes obligé de faire des choix techniques. Oui, tout à fait. Et lesquels vous faites pour être vous faites, j'imagine, pas forcément le summum de la qualité qui est possible en termes d'échantillonnage et de choses comme ça, des fichiers qui sont très très lourds. Et quel choix vous faites pour restituer quelque chose qui soit peut-être le plus proche de ce qu'on entend en live? D'une possible réalité, oui. Et Alors, c'est pour ça qu'on met un réseau de micros. Parce que quand on le capte sur le terrain, il y a toujours, même si on essaye de se dire il n'y a pas le moment de l'émotion, il y a quand même le moment de l'émotion de la captation qui est présent et qui induit un biais. Donc on va choisir ces micros, en fonction du métier et de la matière que l'on va capter. Par exemple, de la pierre, on va pas prendre des micros qui vont plutôt prendre dans les fréquences élevées. Hein, on va prendre des micros plutôt un peu plus chauds pour essayer de restituer la matière au plus juste qu'elle est. Et puis ensuite, au montage, je vais vous dire, on a mis, on peut mettre 9 micros pour un geste. On ne va pas prendre les 9 micros. On va faire un choix dans les micros pour ceux qui sont le plus adaptés par rapport au rendu qu'on a entendu. En fait, le premier référent, c'est nous. C'est pour ça qu'on part à 4 oreilles sur le terrain et qu'on monte aussi à 4 oreilles. C'est comme ça, on a quand même des référents. Parce qu'il peut y avoir autant de relevés au sonomètre ou avec le gain, ça ne reflètera jamais ce qu'on a fait sur le terrain. Parce qu'il y a plein de conditions annexes qui font que ça ne rendrait pas. Donc, on va faire des choix en fonction des micros, de leur position et de l'agrégat qu'on veut. Si je travaille sur une interface de formation, je vais systématiquement mettre mes micros surfaciques, que je n'intègre pas forcément pour une écoute toute simple. Je suis claire ? Oui. Alors j'ai une autre question qui me vient tout de suite. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Non. dans la continuité. Alors allez-y peut-être, monsieur. Non, c'est pour aller dans la... Ok. Merci. Dans la continuité, donc vous avez mis plein de micros et on a vu sur la rue Bagnères qu'à la fin vous avez montré que vous aviez mis un couple. Donc, on a mis un couple qu'on a doublé avec un ambisonique. Voilà, et sur le schéma on voyait que c'était la position de l'artisan et c'est ce qu'il entendait. Mm-hmm. Donc l'artisan n'entend pas les 25 autres, enfin il entend. Si, justement, on a comment vous expliquer, en positionnant les micros sur, par exemple, le jacquard, sur la clavette, sur cette languette c'est pour récupérer dans la foison de sons que l'on a, que l'ambisonique ne peut pas discriminer quelque part. L'ambisonique, il va vous prendre la totalité de la machine. Et nous, on a besoin d'éléments plus particuliers sur cette machine-là. Donc on va cibler les éléments dont on a besoin et qu'on va pouvoir réinsérer par la suite dans nos interfaces. Et donc une restitution au cours de laquelle vous faites un choix de mettre un peu plus de ça, un peu moins de ça. Et ça on peut jouer, dans l'interface, on peut jouer avec les micros en fonction de ce dont on a besoin. Merci. Oui, bonjour. Juste une petite précision sur les surfaciques. Je suis étonné qu'on n'entende pas les cloches quand on met un surfacique sur une pierre qui est à proximité de la cloche. Parce que ça alors, si. Mais ce que vous avez entendu, c'est juste le début du balancement. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de récupérer le bruit du beffroi. Alors, je vais vous faire sourire parce que j'ai quand même fait 3 campagnes de captation à Sens. La dernière, je l'avais faite pour uniquement récupérer le bruit du beffroi lors d'un plénum, c'est-à-dire de toutes les cloches de Sens. Et je n'ai pas récupéré le bruit du beffroi parce que même les surfaciques récupèrent en effet les vibrations des cloches. Donc il va falloir qu'on y retourne. Ça va faire le plaisir de revoir Sens, mais qu'on aille positionner nos micros ailleurs pour avoir uniquement le craquement du beffroi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le craquement du beffroi. Et ça, je n'ai pas réussi à l'avoir. Mais oui, ça passe à travers. Le beffroi, oui, alors, quand les cloches, elles balancent,
En fait, le clocher qui est en pierre, si les cloches balancent, elles engendrent un mouvement de va-et-vient qui fait que le clocher tomberait, se casserait la figure, quoi. Donc à l'intérieur, il y a une cage mobile. Et cette cage mobile, il y a des petits espaces entre chaque poutre. Et c'est cet espace-là qui craque par le jeu du bois à l'intérieur. C'est ce que je désire récupérer. Et s'il n'y a pas cet espace-là et cette liberté de jeu, en fait, si vous rigidifiez quelque chose, ça va casser. Hein. Je me dis tout de suite. Là, ils sont en train de s'amuser à rigidifier les beffrois parce que soi-disant c'est fragile. Ils n'ont rien compris dans l'histoire, mais bon, ça c'est pas grave. Alors, j'ai une question, madame. Voilà, je ne connais pas grand-chose à l'acoustique, mais si on revient sur le cas de la rue Bagnères. Oui. Donc, en fait, quand vous avez un micro d'ambiance à l'emplacement du mécanicien. Oui. Après, vous faites votre spatialisation en mettant ensemble des sons qui ont été captés En même temps. En même temps. En même temps. Oui. La séquence, on met les 25 micros, on les a mis en même temps. C'est la même séquence. D'accord. Mais en fait, ce que vous rendez, c'est pas exactement le son qui est entendu par le micro d'ambiance et le mécanicien. Alors, le micro d'ambiance, il capte la totalité de la scène. Oui. D'accord. Et ce qu'on essaye de faire, d'être au plus proche, c'est de capter des bruits informatifs qu'a enregistré le mécanicien et qui, pour lui, quand il entend que ça ne sonne pas bien, il va arrêter tout de suite la machine. Oui, d'accord. Donc, quand on va réinsuffler les micros dans l'interface, c'est pour appuyer, parce qu'en fait, notre oreille, elle est superbe. Elle passe son temps à filtrer. Vous faites l'expérience, vous êtes dans un environnement bruyant, mais dont vous avez l'habitude. L'environnement bruyant, il va avoir une tendance à disparaître, à diminuer, et vous allez vous focaliser sur ce que vous voulez écouter. Là, vous vous focalisez sur ma voix. Et vous avez oublié toutes les machines qui tournent tout autour. C'est pour rendre ça, en fait. Parce qu'un micro, il n'est pas discriminant. Sauf si on lui dit, tu prends ça. D'accord. Oui. Donc, effectivement, le micro d'ambiance, il prend tout, quoi. Voilà. Oui. Ou vous enlevez une pollution ou un bruit de fond, en quelque sorte. C'est ça, oui. En sélectionnant le bruit de fond. C'est ça. Oui, d'accord. Merci. On a encore le temps pour quelques questions ou commentaires. S'il n'y en a pas, j'en ai une qui est adressée à tous les deux, mais en commençant par Jérôme, parce que c'est la question des champs d'application en fait de votre discipline, Mylène, qui me perturbe un tout petit peu. Et j'avais envie de demander à Jérôme, qui est écoacousticien, dont le travail consiste à enregistrer, à documenter, à restituer aussi le vivant à l'instant T, sur une frise temporelle, mais est-ce que ça peut donner, donc le travail de Mylène peut donner une envie de fonder peut-être un nouveau champ disciplinaire qui serait une sorte de paléo-écoacoustique, ou c'est une question impossible, mais quand même ça se pose. Est-ce que peut-être les deux disciplines pourraient dialoguer à un endroit qui serait celui d'une tentative de reconstitution alors de quel paysage sonore du passé on parle, mais est-ce que Jérôme, ça suscite chez toi des envies peut-être? C'est un grand fantasme, évidemment, de remonter le temps. Malheureusement, on en avait déjà discuté il y a quelques années, qu'il n'y a pas forcément les documents historiques. Alors peut-être qu'on pourrait travailler aussi sur les collections du muséum, tout ça, qui sont évidemment des documents historiques, de savoir quelle espèce était présente à tel endroit. Et justement, la recherche qui est faite là, par notre doctorant Elie Greenfeder, qui permet de reconstituer des paysages sonores naturels, on pourrait imaginer que ça peut conduire à ça, à reprendre des anciennes listes d'espèces à certains endroits et de recomposer des paysages sonores dans un cadre où on a les sources qui sont encore vivantes. On a les enregistrements des espèces actuelles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller bien loin sur l'échelle géologique parce que... alors, il y a quelques collègues qui sont exercés, qui ont tenté de reconstruire des sons, alors de dinosaures, mais c'est très...
Voilà, il y a pas mal d'hypothèses derrière, mais d'insectes fossiles de plusieurs millions d'années où il reste l'appareil stridulatoire, donc qui permet aux insectes de produire des sons. Et là, avec l'espacement, et c'est de l'échappement, c'est la même chose que l'échappement, le mécanisme c'est de l'échappement comme dans l'horlogerie. On peut refaire des reconstitutions, mais c'est très rare et ça reste assez plutôt un fantasme. Je dis c'est peut-être plus facile pour les insectes parce que justement on peut avoir des traces physiques, alors que le dinosaure, j'imagine pas moi le cri du dinosaure en rut, quoi. Ce serait intéressant, mais si ça se trouve il y a une toute petite voix et on va se dire oh mon Dieu, c'est donc. Ce qu'il faut bien comprendre, mais même pour Notre-Dame, où on a le plan derrière nous, on est sur des champs hypothétiques. C'est-à-dire que quand j'ai commencé cette recherche sur Notre-Dame, où là je peux avoir des sons, ce qui nous manque, c'est on ne sait pas comment était organisé un chantier de construction médiévale. Donc pour construire ce chantier-là, j'ai observé à Guédelon, mais sur d'autres chantiers où il y a toujours plus fous que nous, ils veulent travailler à l'ancienne. J'ai observé comment ils articulaient leur chantier pour travailler. Mais sinon, il n'y a pas de données archéologiques pour dire, voilà, là c'est les tailleurs de pierre, là c'est les charpentiers, il y a ça qui se fait là. Voilà, il n'y a pas. Il n'y a absolument pas. Donc on est obligé d'observer sur le terrain ce qui se déroule pour pouvoir... et plus on remonte le temps, moi j'ai travaillé pour l'époque gallo-romaine, plus on remonte le temps, plus l'hypothèse de travail elle est grande. Elle n'est pas fausse, c'est une hypothèse de travail. Après, quand on a une source qui vient pour infirmer ou confirmer, eh bien voilà, ça valide ou ça valide pas. Pour la petite histoire, il y a une exposition de réalité virtuelle qui s'appelle Monde disparu là, au muséum. Je crois qu'elle est encore là. Et donc on m'a demandé comment on va remonter le temps d'un point de vue sonore. J'étais bien embêté parce que mais je ne sais pas. Donc si vous y allez, vous entendrez surtout dans le passé des sons géophoniques qui là n'ont pas forcément beaucoup changé, mais dès qu'il y a du vivant, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a encore... Oui, allez-y. Juste pour revenir aux 4 minutes qu'on a entendues. Donc c'était en été, on sentait que c'était en été, que c'était en pleine journée de travail. Oui, alors, mon rêve, moi, ça serait de faire en plein hiver la nuit, mais enfin, il y a des fois, ça serait un peu glauque, surtout si on parle de Rethès, qui est l'institution du Grand Châtelet, qui est une prison. Mais là, oui, on est plutôt l'été, parce que ce qui était intéressant sur ces interfaces, c'est qu'il faut penser qu'on le fait... Alors, nous, on est chercheurs, donc il y a des parties où on va travailler sur la recherche. Par exemple, j'ai une restitution pour 1850 où là on est plus axé sur la recherche, mais là c'est des interfaces qui sont grand public. Donc si je commence à faire des choses un peu glauques, ça va pas vous chatouiller les oreilles. Et puis j'ai trouvé, alors nous on a 2 scènes qui sont présentées au public directement. C'est la scène du Parvis et la scène de la Seine, donc du chevet. Pourquoi ? Celle-ci elle est très intéressante puisque quand on déploie nos anneaux de diffusion, on fait faire le scénario suivant, c'est qu'on fait écouter le chantier et on fait écouter la scène. Puisque comme c'est spatialisé, d'un côté, ils ont les ambiances plutôt de nature, et de l'autre côté, ils ont plutôt les ambiances du chantier. C'est comme dans la vraie vie. C'est-à-dire que si vous avez le chantier derrière vous, vous allez entendre plus que ce qu'il y a devant vous, et vice-versa. Donc, on est plutôt sur l'été, et c'est là où on peut entendre vraiment de la nature et de la vie, et c'est là où les gens sortent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces chantiers médiévaux, c'est des chantiers qui ne sont pas comme les chantiers d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un chantier, il est privé systématiquement. C'est pas le cas Notre-Dame, c'est pas un cas exceptionnel. Tous les chantiers, c'est marqué, interdit d'entrer au public. Là, on est à l'époque médiévale, mais vous voyez de tout dans les loges. Il y a les gamins, il y a les femmes, on mange sur place. Enfin, c'est un grand village. Et le but, c'était rendre ça. Bon, si on commence à mettre de la pluie, je pense pas qu'il y ait des gamins qui courent, il y a des chiens de partout. Enfin voilà, c'est 4 minutes possibles,
mais il y a des millions de façons de le faire. Mais la météo est une partie d'un paysage sonore. Ça fait partie de la géophonie, oui. Est-ce que vous avez un scoop sur la réouverture de Notre-Dame de Paris? Tant qu'on vous tient. Non, j'ai pas de scoop. Je crois que tout le monde sait que c'est pour le 8 décembre. Donc voilà, ça change pas. Ça sera le 8 décembre. Ok, merci. Et une dernière question peut-être? C'est dans quel endroit que vous faites entendre ces montages sonores? Alors ceux-là, ils sont en salle immersive, comme vous l'avez vu sur 46 haut-parleurs à Lyon. Et c'est ouvert au public les jours des fêtes de la science, du des chercheurs, enfin, tous les événements qui sont publics. Parce que la jauge elle est petite, elle est de 8 personnes, donc c'est sur enregistrement de personnes pour ces jours-là. Donc là, les prochaines, c'est pour les journées européennes de l'archéologie. Et puis il y en aura pour les fêtes de la science. J'en passe une partie à Guédelon. Donc si vous êtes dans Lyon et que vous avez envie de nous voir, vous pourrez nous voir à l'action pour présenter nos travaux sur le chantier de Guédelon, voir comment on pose nos micros, qu'est-ce qu'on entend. On est avec nos collègues de l'ENIS, donc vous verrez la totalité de nos travaux. Et puis sinon, alors vous pouvez les écouter en ligne. Donc, vous passez par le carnet Archéoson, vous les avez. Et normalement, il y a en projet de faire un musée Notre-Dame et ils seront déposés au musée Notre-Dame. Je pense qu'on va conclure sur cette promesse de réouverture de Notre-Dame de Paris. Merci beaucoup Jérôme, à bientôt pour le cycle Nature Sonore. Et puis merci beaucoup Mylène et à très bientôt. Au revoir.